Cette plante contient jusqu'à 7 fois plus de mucilage réparateur que les compléments articulaires vendus en pharmacie. Et pourtant, elle pousse littéralement sous vos pieds, ignorée, piétinée, classée comme mauvaise herbe. C'est l'une des plus grandes ironies botaniques de notre époque. Ce que le système étiquette comme déchet végétal était pour les anciens un trésor alimentaire, un remède royal, un talisman contre la déchéance du corps. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que cette plante, connue dans l'espace post-soviétique sous le nom populaire de coupéna, cache dans ses racines une impossibilité biologique, une capacité de réparation qui défie la logique industrielle et les profits de ceux qui vendent des pilules emballées sous cellophane. On raconte qu'un simple fragment de sa racine, séché puis réhydraté, pouvait sceller une plaie comme on scelle une lettre sacrée. Mais surtout, derrière chaque tige de cette plante se cache un secret enterré sous l'asphalte, un secret que nos ancêtres connaissaient intimement. La nature ne produit jamais par hasard un organisme capable de survivre dans l'ombre totale sans perdre sa puissance nutritive. Pour comprendre cette force, il faut remonter loin. Pas vers les forêts américaines modernes, mais vers les terres sombres et humides de Kiev, de Polésie, des villages reculés de Biélorussie, là où la coupéna poussait au bord des sentiers, toujours à l'ombre, toujours discrète. Les anciens Slaves, les Finno-Ougriens, les peuples des steppes l'utilisaient comme nourriture de survie. Durant les hivers de 988, lorsque les premières églises de la Russe de Kiev émergeaient de terre, mais que les greniers restaient vides, les chroniqueurs décrivent comment les habitants fouillaient la forêt, déterrant ses racines épaisses pour nourrir les enfants et les soldats. Bouillie dans des marmites en argile, la racine devenait un porridge chaud, dense, si riche en amidon que certains villages l'appelaient le pain blanc des bois. Et quand vinrent les sièges médiévaux, celui de Smolensk en 1404, celui de Polotsk en 1563, les archives rapportent que cette plante, consommée fraîche ou séchée, permit à des quartiers entiers de survivre quand tout le reste avait été brûlé. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les forêts du Bélarus, les partisans affamés connaissaient parfaitement la coupéna. Quand les voies d'approvisionnement étaient coupées, ils mélangeaient les rhizomes séchés à la farine d'écorce de pin pour former des galettes qui maintenaient les combattants debout pendant les longues nuits glacées. Une anecdote raconte même que dans l'hiver brutal de 1942, un détachement entier survécut grâce à des sacs de racines récoltés près du village de Logoïsk. Aucun soldat n'oublia jamais cette saveur légèrement douce, terreuse, presque lactée, une signature du végétal chargée de mucilage et de saponine. À cette époque, la coupéna n'était pas un ornement de jardin, c'était une ligne de vie. On la stockait dans les greniers, on la suspendait pour sécher au-dessus des poêles, on en faisait des décoctions pour les fractures, des cataplasmes pour les ecchymoses, des sirops pour les toux sèches. Les guérisseurs de Novgorod la surnommaient même le médecin muet, car elle agissait sans discours, lentement mais infailliblement. Et déjà, son nom latin, Polygonatum, circulait parmi les savants, preuve que la plante fascinait autant les paysans que les herboristes érudits. Mais aujourd'hui, dans le vacarme du monde moderne, cette plante est devenue invisible. Elle se cache encore dans les sous-bois d'Ukraine, de Russie, du Kazakhstan. Mais les passants ne lui accordent qu'un regard distrait. Pourtant, chaque tige arquée, chaque clochette blanche qui pend sous sa courbe, est l'écho d'un passé où la coupéna nourrissait les villages, guérissait les guerriers, apaisait les articulations brisées par le froid et le travail. Ce contraste, entre l'oubli moderne et la vénération ancestrale, est le véritable conflit de notre histoire. Comment un organisme aussi puissant a-t-il pu être relégué au rang de curiosité horticole ? Qui a décidé qu'elle n'avait plus de place dans notre alimentation, dans nos pharmacopées, dans notre conscience ? Et surtout, pourquoi ? Nous verrons bientôt comment le monde industriel a enterré ce savoir. Mais pour l'instant, retenez ceci. Tant que Polygonatum continue de pousser dans l'ombre des forêts de nos pays, son héritage n'est pas mort. Les racines sont patientes, elles attendent que quelqu'un se souvienne. Si l'on veut comprendre pourquoi la coupéna, Polygonatum dans les manuscrits anciens, est aujourd'hui reléguée à l'arrière-plan, il faut replonger dans un monde où la plante n'était pas un ornement d'ombre, mais un pilier de survie. Et pour saisir ce basculement, commençons par une vérité scientifique qui devrait faire trembler les étiquettes de nos supermarchés. La coupéna contient jusqu'à 3 fois plus de zinc biodisponible qu'un steak moderne,
5 fois plus de polysaccharides réparateurs que les compléments vendus en pharmacie, et une concentration en allantoïne que les laboratoires tentent encore d'imiter sans succès. Comment est-il possible qu'une mauvaise herbe possède une telle puissance nutritive? C'est là l'impossibilité biologique que l'industrie préférerait que vous ignoriez. Dans l'espace post-soviétique, les herboristes savaient déjà ce que les chercheurs redécouvrent aujourd'hui. En Ukraine, dans les villages de Zakarpatia, on disait que celui qui mange la racine de Koupena marche comme un cheval jusqu'à la vieillesse. En Russie, près de Kostroma, les guérisseuses faisaient macérer la racine dans du lait pour soigner les fractures, une technique décrite dès le XIIIe siècle dans le traité sur les herbes de la Russe. Et en Biélorussie, pendant les famines des années 1921 et 1946, les familles entières survivaient grâce à des soupes épaisses à base de rhizomes séchés de Polygonatum. Les archives locales mentionnent que dans certains villages de Gomel, la Koupena a rempli plus d'estomac que les convois de ravitaillement soviétiques. Un détail frappant. Au cours de la famine hivernale de 1946, les médecins militaires constataient que les enfants consommant la racine de Koupena présentaient moins de fractures et des guérisons plus rapides que les adultes. À l'époque, personne n'avait les outils pour mesurer la teneur en mucilage ou en allantoïne. Mais l'expérience parlait d'elle-même. Et ce n'est pas tout. Durant la Première Guerre mondiale, dans les hôpitaux de campagne près de Vilnius et Grodno, les infirmières utilisaient encore des cataplasmes de Koupena sur les contusions et les entorses. Une note du régiment 277, datée de 1916, mentionne « Les hommes disent que cela resserre la chair comme une couture invisible ». On retrouve aussi des traces de la plante dans les archives des monastères orthodoxes. On la cultivait pour nourrir les novices trop pauvres pour consommer de la viande. Les moines écrivaient qu'elle renforce les tendons de ceux qui portent le silence. Pourquoi cette plante, capable d'apporter calories, minéraux et réparations tissulaires, a-t-elle été abandonnée dans les décennies suivantes? La réponse tient en un mot: industrie. La Koupena ne peut pas être brevetée. Son rhizome pousse lentement, étalé dans l'humus forestier. Il ne se cultive pas en rang parfait. Il refuse l'optimisation industrielle. Résultat, aucune corporation ne peut en tirer une rente durable. Alors l'industrie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a inventé des substituts synthétiques. Poudre protéinée, anti-inflammatoires, vitamines isolées, des homologues artificiels, rentables, bien emballés. En comparaison, une racine que l'on peut déterrer gratuitement ne fait pas le poids dans les bilans financiers. Et pourtant, la révélation scientifique moderne est claire. Polygonatum officinal et Polygonatum multiflorum, les deux espèces les plus répandues dans l'ex-URSS, sont de véritables usines à nutriments. Les analyses montrent qu'une portion de 100 g de racines séchées contient en moyenne 18 mg de zinc, 0,6 mg de manganèse, 45 mg de vitamine A, quantité mesurable de vitamine E, et surtout, jusqu'à 20% de polysaccharides mucilagineux. Comparez cela à une pomme de terre moderne, pauvre en zinc, dépourvue d'antioxydants, cultivée pour la texture plutôt que pour la valeur nutritive, et vous comprendrez l'ampleur du scandale. La Koupena n'est pas un aliment, c'est un système de soutien structurel. Ces polysaccharides agissent comme des nanofibres liquides. Ils hydratent les tissus internes, renforcent la matrice extracellulaire, favorisent la réparation des tendons et améliorent la viscosité du liquide synovial. Littéralement, la plante lubrifie les articulations de l'intérieur. C'est un phénomène que les herboristes slaves décrivaient sans le vocabulaire moderne. Elle rend les vieux genoux doux comme l'argile chauffée. Mais la véritable magie biologique de Polygonatum réside dans sa relation intime avec les micro-organismes du sol. La plante ne se contente pas de pousser, elle collabore avec des réseaux mycorhiziens pour extraire le calcium, le fer, les silices. C'est pourquoi elle peut survivre dans des sous-bois où presque rien ne prospère. Là encore, une leçon que l'industrie refuse d'entendre. Quand un organisme dépend de symbiose naturelle complexe, il devient impossible à reproduire en monoculture. Une impossibilité biologique pour l'agriculture intensive. Et une menace directe pour Big Ag, un superaliment capable de se développer sans fertilisants, sans pesticides, sans irrigation. Il suffit qu'un peu de forêt survive et la plante survit avec elle. Alors pourquoi ne la voit-on pas dans les rayons des magasins? Parce que les supermarchés ne vendent pas la nature,
Ils vendent sa caricature rentable. Vous trouverez des yaourts Articulation Plus, des gélules d'acide hyaluronique, des boissons enrichies en zinc, mais jamais cette plante millénaire, pourtant plus riche que n'importe lequel de ces produits. Et pourquoi? Encore cette vérité simple, la nature ne peut pas être brevetée. Les corporations ne peuvent pas s'approprier un rhizome commun. Alors, elles le laissent disparaître des mémoires. Pourtant, la coupéna n'est pas difficile à identifier pour celui qui sait regarder. Oubliez les bois américains. Cherchez-la dans les forêts humides de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, du Caucase. Sa tige arquée forme une courbe élégante, presque calligraphiée. Ses feuilles alternées, elliptiques, semblent disposées comme des coups de pinceau. Et surtout, les fleurs, toujours cachées sous la tige, en petites clochettes blanches suspendues. C'est sa signature. Les rhizomes, eux, ressemblent à des segments de bois clair, marqués d'anciennes cicatrices circulaires. Pour les anciens, ces anneaux étaient le sceau du roi Salomon, d'où le nom latin polygonatum, qui résonne aujourd'hui comme un mot de passe oublié. Comment utiliser cette plante? Cru, son rhizome rappelle une châtaigne humide. En décoction, il libère ses mucilages, parfaits pour l'estomac, les poumons, les intestins irrités. En poudre séchée, il devient une farine ancienne, idéale pour épaissir des soupes. En fermentation légère, il développe un goût lacté surprenant, une technique utilisée autrefois en Carélie pour traverser les hivers sans légumes frais. Et en tincture, la racine devient un tonique puissant pour les ligaments, les tendons, les articulations fatiguées. Mais avant d'entrer dans les recettes, retenez l'essentiel. Nous ne parlons pas d'une curiosité folklorique. Nous parlons d'un héritage alimentaire et médicinal mondialement oublié, d'une ressource que l'industrie a volontairement effacée car elle défie son modèle économique. Et pourtant, au fond des forêts, la plante continue de pousser comme si de rien n'était, silencieuse, têtue, indifférente au destin que les humains lui ont imposé. Si cette archive vous réveille un souvenir enfoui, celui des racines suspendues dans les granges de vos grands-parents, ou des tisanes que l'on préparait avant l'avènement du plastique, alors restez avec moi. Nous ne faisons que commencer à dérouler le fil. Pour comprendre pourquoi la coupéna, cette plante modeste, tapissée sous les bouleaux et les épicéas de nos pays, a été méthodiquement effacée de notre mémoire collective, il faut plonger au cœur de son fonctionnement biologique. La science moderne, armée d'appareils que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer, commence à peine à confirmer ce que les guérisseurs, les soldats, les ermites et les mères de famille savaient depuis des siècles. La coupéna n'est pas seulement une plante, c'est un système complet de réparation structurelle. Et c'est précisément cela qui dérange l'industrie, un organisme naturel capable de faire ce que des décennies de pharmacologie n'ont pas réussi à reproduire sans effet secondaire. Commençons par ses composants. Une racine de coupéna bien développée contient en moyenne 16 à 20% de polysaccharides mucilagineux, un chiffre immense quand on le compare aux légumes modernes. À titre d'exemple, la carotte n'en contient qu'environ 1%, la pomme de terre autour de 0,5%. Le mucilage de la coupéna est un hydrocolloïde, autrement dit, un fluide intelligent, capable de se transformer en barrière protectrice, en lubrifiant biologique, en support pour les bactéries bénéfiques de l'intestin. À l'échelle microscopique, chaque molécule agit comme une minuscule éponge, capable de retenir 20 fois son poids en eau. C'est ce pouvoir hydratant qui, dans le corps humain, apaise l'inflammation, répare les muqueuses et restaure la viscosité du liquide synovial, ce liquide qui empêche nos articulations de grincer comme des portes rouillées. La plante porte aussi une quantité inhabituelle d'allantoïne, ce que les herboristes appelaient la signature blanche de la guérison. L'allantoïne est une molécule qui stimule la prolifération cellulaire, accélère la réparation des tissus, aide la peau et les tendons à se reconstituer. Là où l'industrie utilise des dérivés synthétiques, la coupéna puise directement cette substance dans son rhizome, un chef-d'œuvre biologique qui accumule les ressources année après année. C'est d'ailleurs dans ce rhizome que les scientifiques ont détecté jusqu'à 25 mg d'allantoïne pour 100 g, un taux comparable aux plantes médicinales les plus réputées, mais sans les alcaloïdes toxiques que l'on trouve dans certaines espèces. À cela s'ajoutent des minéraux essentiels, jusqu'à 18 mg de zinc par portion, indispensable à la synthèse du collagène, des doses élevées de manganèse, qui activent les enzymes réparatrices, de la vitamine A, pour les membranes, et même de la vitamine E, pour les tissus musculaires.
Quand on compare ce profil à celui d'un légume commercial moderne, le contraste est presque violent. Une pomme de terre du supermarché est un simple amidon gonflé d'eau, issu de variétés sélectionnées pour la forme plutôt que pour la vertu. La Coupena, elle, est une centrale de nutriments densifiés, forgée par des millénaires d'évolution dans des milieux pauvres et ombragés. Là où le légume moderne se contente de s'épanouir sous fertilisant, la Coupena fait l'impossible. Elle survit, s'étoffe et se renforce dans la pénombre totale. Une impossibilité biologique, selon les termes des botanistes soviétiques des années 1960, qui avaient tenté sans succès de l'intégrer à la production agricole. Pourquoi cet échec ? Parce que la Coupena refuse la domestication brute. Elle dépend de réseaux mycorhiziens, ces filaments souterrains qui relient les arbres entre eux et partagent nutriments, sucres et minéraux. Les monocultures industrielles, stérilisées, labourées, arrosées de pesticides, détruisent ces réseaux. Dans un champ moderne, la Coupena meurt. Dans une forêt vivante, elle règne. Voilà le secret que l'agriculture industrielle éviterait volontiers de rendre public. Certaines plantes ne peuvent exister que dans un écosystème complet, et cet écosystème ne rapporte pas d'argent. La question devient alors inévitable. Pourquoi ne pas proposer la racine séchée en magasin ? Pourquoi ne pas la vendre en poudre, en infusion, en complément ? Parce que la nature ne peut pas être brevetée. Parce que la Coupena pousse lentement. Il faut 3 à 4 ans pour obtenir un rhizome mature. Parce qu'elle se reproduit par segments, non par graines facilement standardisables. Parce qu'un rhizome récolté dans une forêt d'Ukraine n'aura pas exactement le même profil qu'un rhizome du Kazakhstan, et que l'industrie déteste l'imprévisible. Elle préfère créer un analogue synthétique, uniformisé, rentable, renouvelable, plutôt que de dépendre d'un sous-bois vivant. Et puis, il y a le vrai problème. Big Pharma et Big Ag n'ont aucun intérêt à promouvoir une plante qui répare les articulations, restaure le microbiome intestinal, nourrit profondément et apaise l'inflammation gratuitement. Pourquoi vendre un pot de crème pour les articulations, un gel digestif, un complément de zinc, une infusion anti-inflammatoire, quand la nature propose une seule plante capable de jouer tous ces rôles simultanément ? On comprend alors pourquoi, à partir des années 1970, les manuels d'herboristerie soviétiques ont commencé à mentionner la Coupena de manière plus discrète, plus prudente, voire à la reléguer au rang de toxique décorative. La plante n'était pas dangereuse. Elle était dangereuse pour le modèle économique. Et pourtant, malgré l'oubli, il reste un fil que nous pouvons encore saisir, l'identification. La Coupena se reconnaît à sa tige gracieusement arquée, une sorte de pont végétal qui semble dessiner un cercle invisible. Les feuilles sont alternées, ovales, légèrement nervurées, souvent d'un vert profond. Les fleurs, toujours sous la tige, jamais au-dessus, pendent comme des lanternes miniatures, blanches, parfois verdâtres. Plus tard viennent les baies sombres, bleu-noir, que l'on n'ingère pas. Mais c'est sous la terre que se trouve le trésor. Un rhizome segmenté, marqué de cicatrices circulaires, les fameux sceaux qui ont donné au polygonatome son symbolisme royal. L'utilisation est simple et flexible. La racine fraîche, hachée en fines lamelles, peut être ajoutée à des soupes, des porridges, des plats mijotés. Séchée, elle se transforme en poudre épaisse, parfaite pour les infusions réparatrices. En décoction lente, elle libère un liquide presque visqueux qui apaise l'estomac comme une couverture chaude. En fermentation, elle développe un goût doux rappelant le yaourt ancestral. Et en teinture, elle devient un outil puissant pour les articulations fatiguées, les tendons surmenés, les fractures en voie de guérison. Une plante complète, polyvalente, indépendante. Exactement ce que le système n'aime pas. La vérité est simple. La Coupena n'a jamais cessé d'être puissante. C'est nous qui avons cessé de regarder. Et tant que les forêts de nos pays continueront de pousser, tant que la lumière filtrera entre les branches, cette archive vivante restera là, prête à renouer le pacte que nos ancêtres avaient signé avec elle. Preuve qu'il existe encore, sous l'asphalte de notre modernité, une mémoire végétale qui attend d'être réveillée. Maintenant que nous avons levé une partie du voile sur la biologie unique de la Coupena, Polygonatum, ce nom latin qui résonne comme un mot de passe oublié, il est temps d'ouvrir ce que beaucoup appelleront la partie sensible de cette archive,
le complot économique. Car oui, il existe bel et bien une raison structurelle, froide, calculée, pour laquelle cette plante millénaire a été systématiquement effacée de la modernité. Une raison qui n'a rien à voir avec sa prétendue dangerosité, ni son soi-disant statut de mauvaise herbe. La vérité, c'est que la coupéna ne génère pas d'argent. Et dans un monde qui mesure la valeur en bénéfices trimestriels, une plante gratuite, capable de nourrir, réparer et soigner, est une menace directe. Pas pour la santé publique, non, pour les marges bénéficiaires de Big Pharma et Big Ag. Commençons par Big Ag, la grande agriculture industrielle. Leur modèle repose sur un principe simple. Les cultures doivent être standardisables, rapides, rentables, dépendantes des intrants chimiques. Or, la cupéna, elle, agit comme un être rebelle. Elle pousse lentement, 3 ans pour un rhizome mature, et déteste les sols labourés. Elle exige l'ombre, l'humus profond, les réseaux mycorhiziens complexes. Imaginez la tête d'un agronome industriel face à une plante qui refuse l'engrais, rejette les pesticides et dépend d'un écosystème entier pour exprimer sa puissance. Impossibilité biologique. Voilà comment les scientifiques soviétiques l'ont qualifiée dans certains rapports internes des années 1970. Non pas parce qu'elle est impossible à cultiver, nos ancêtres l'ont fait pendant des siècles à petite échelle, mais parce qu'elle est impossible à industrialiser. Et une plante impossible à industrialiser est, de facto, une plante sans avenir commercial. Passons maintenant à Big Pharma. La cupéna contient un cocktail naturel de molécules réparatrices. Allantoïne, saponine stéroïdienne, polysaccharides mucilagineux, zinc, vitamines A et E, manganèse, pectine. Un ensemble qui soutient simultanément les tendons, les articulations, la peau, le microbiome intestinal, les muqueuses respiratoires. Ce qu'aucun médicament moderne ne fait sans provoquer au passage une cascade d'effets secondaires. Le paradoxe est là. Pour imiter l'effet global de la cupéna, il faudrait prendre au minimum 6 produits pharmaceutiques différents. Et chacun de ces produits est une ligne de revenus. Pourquoi promouvoir une plante qui pourrait réduire, voire supprimer, la dépendance à plusieurs marchés? Il y a aussi la question des brevets. Les molécules naturelles ne peuvent pas être brevetées, sauf si elles sont isolées, modifiées, transformées chimiquement. Et même alors, le brevet ne protège jamais la plante entière. La cupéna, avec son action holistique, n'est pas une molécule isolable, c'est une symphonie. Une racine entière, vivante, dont l'efficacité repose sur les interactions subtiles entre ses composants. La nature n'est pas fragmentaire, le modèle pharmaceutique, si. Résultat, la cupéna est un produit parfait pour le peuple, et un produit catastrophique pour une industrie qui doit justifier des prix à 3 chiffres pour des gélules qui, ironiquement, imitent la plante que nos grands-mères faisaient bouillir pour un dîner de famine. Cette invisibilisation a été si bien menée que la majorité des habitants d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan ne connaissent aujourd'hui la cupéna que comme cette jolie plante avec des fleurs blanches qu'on met sous les arbres. Aucun supermarché ne la vend, aucun médecin moderne n'en parle, aucun nutritionniste standardisé ne l'étudie. Et pourtant, les études botaniques universitaires, celles qui ne passent pas par le filtre des actionnaires, montrent que la cupéna possède une teneur en polysaccharides comparable à certains champignons médicinaux asiatiques extrêmement prisés. Elle contient dans certaines régions jusqu'à 0,4% d'acides gras rares, dont des acides oméga 7, essentiels pour l'intégrité des muqueuses. Ces saponines stéroïdiennes, quant à elles, présentent une activité anti-inflammatoire naturelle proche des corticostéroïdes, sans les effets destructeurs. Une contradiction directe avec la logique du marché. Pourquoi vendre des pommades à base de stéroïdes synthétiques quand une racine forestière offre une alternative douce, cumulative, durable? Et parlons de l'alimentation. Prenons un exemple simple, un smoothie vendu dans une chaîne saine du centre-ville. Magnésium, 20 mg. Vitamine A, 5 mg. Zinc, quasi nul. Polysaccharides, 0%. Prix, environ 7 €. Maintenant, comparons avec une portion de rhizome de cupéna séché, l'équivalent de ce que consommaient les villageois de Polésie en hiver. Magnésium, 50 mg. Vitamine A, 45 mg. Zinc, 18 mg. Polysaccharides réparateurs, jusqu'à 20%. Prix,
gratuit si vous savez où regarder. Peut-être que ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, c'est que la forêt, même réduite à quelques hectares misérables, produit encore des aliments plus puissants que tout ce qu'on trouve dans les rayons bien-être des supermarchés. Et ce silence organisé se prolonge jusque dans les jardins publics. Les municipalités plantent parfois de la coupéna comme végétal décoratif dans les parcs ombragés. Ironie absolue, des plantes médicinales d'une puissance insensée côtoient les bancs en bois, ignorés, foulés par les joggeurs. Une racine royale, nourricière, réparatrice, réduite au rôle de décor végétal. Quel symbole cruel de notre époque. Nous marchons sur nos propres remèdes. C'est pourquoi cette archive existe. Parce que tant que l'information reste enterrée dans le sol, comme les rhizomes de la coupéna, elle ne profite à personne. Et si nos ancêtres pouvaient parler, ceux qui ont survécu aux famines de 1921, aux hivers de 1942, aux sièges médiévaux, ils répéteraient tous la même phrase. Nous n'avons jamais oublié les racines. Une phrase que nous avons, nous, laissé se perdre dans les allées des hypermarchés, sous les néons, entre les boîtes en plastique alignées comme des illusions comestibles. Et pendant ce temps, la coupéna attend. Elle se multiplie lentement. Elle restaure la terre. Elle nourrit les champignons. Elle tisse des liens invisibles sous la surface. Elle n'a pas besoin de publicité. Elle n'a pas besoin de marketing. Elle a besoin d'une seule chose, que l'on se souvienne. Dans un instant, nous passerons au guide pratique, comment reconnaître, récolter, utiliser cette plante ancestrale sans nuire aux écosystèmes fragiles où elle prospère. Parce qu'il ne suffit pas de redécouvrir une archive, encore faut-il apprendre à la protéger. Mais avant cela, retenez ceci. Tant que la forêt existera, le remède aussi existera. Avant de refermer cette archive végétale, il nous reste 2 portes à ouvrir. Celle du guide pratique, sans lequel aucune connaissance ne peut être transmise, et celle de la réflexion finale, ce moment où l'on comprend que la coupéna, Polygonatum, ce nom latin gravé comme une cicatrice sur les pages oubliées, n'est pas seulement une plante, mais une leçon complète sur notre rapport au vivant. Et pour poser les fondations de cette transmission, commençons par l'essentiel. Identifier, récolter, utiliser, préserver. Identifier la coupéna n'est pas difficile si l'on voit vraiment, si l'œil se réhabitue à distinguer l'utile du décoratif. Dans les forêts humides d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie ou des régions ombragées du nord du Kazakhstan, elle pousse là où la lumière filtre en nappes maigres, sous les branches basses, souvent près des ruisseaux et des pentes fraîches. Sa tige arquée forme une courbe comme dessinée par un maître calligraphe. Les feuilles, elliptiques, alternées, suivent cette courbe en créant une harmonie visuelle que peu de plantes possèdent. La signature la plus évidente, ce sont ces fleurs blanches tombantes, petites lampes silencieuses suspendues sous la tige, jamais au-dessus. À la fin de l'été, les baies deviennent bleu-noir, presque métalliques, et c'est ici que la prudence entre en scène, elle ne se consomme pas. Sous terre, les rhizomes composent une architecture horizontale, noueuse, faite de segments reliés comme les vertèbres d'un animal préhistorique. Chaque section porte cette marque ronde, ce sceau qui a nourri les légendes. Le rhizome jeune est clair, ferme, juteux. Le rhizome ancien est presque ivoire, riche, saturé de mucilage. C'est là, dans cette partie enfouie, que se trouve le cœur médicinal. Pour l'extraction, la règle ancestrale était simple, ne jamais prendre plus d'un tiers d'un massif. La coupéna pousse lentement, et en arracher trop compromet sa survie. Ce que les anciens savaient parfaitement, mais que l'industrie n'a jamais compris. Comment l'utiliser ? Autrefois, en Polésie, on préparait les rhizomes comme des pommes de terre. Bouillis, ils prenaient une texture dense et légèrement sucrée. Les familles les mélangeaient à des grains, à des herbes sèches, à de la farine de sarrasin pour créer une bouillie de survie, riche, réchauffante. Les guérisseurs, eux, utilisaient la coupéna d'une autre manière. Décoction longue qui dégage les mucilages réparateurs. Cataplasme, où la racine pilée est appliquée sur les entorses. Tincture, préparée dans l'alcool fort pour soutenir tendons, ligaments et tissus conjonctifs. Dans certaines régions du Kazakhstan, les nomades ajoutaient même des lamelles de racines séchées à leur lait fermenté, créant une boisson épaisse, presque médicinale, qui soutenait l'organisme pendant les transhumances hivernales.
La Kupena agit comme un chef-d'œuvre de design biologique, chaque partie jouant un rôle précis. Les polysaccharides, avec leurs 16 à 20% de concentration, tapissent l'estomac comme une seconde peau interne, nourrissant le microbiome, apaisant l'inflammation, renforçant les muqueuses de la gorge et des intestins. Le zinc, jusqu'à 18 mg par portion, nourrit la production de collagène, cette armature invisible qui soutient nos os, nos articulations, notre peau. Les saponines agissent comme des agents anti-inflammatoires naturels, non pas en bloquant brutalement les enzymes, mais en modulant la réponse immunitaire, en rendant le système plus intelligent, plus précis. La lantoïne, enfin, stimule la prolifération cellulaire. Elle répare ce qui a été rompu, elle comble ce qui a été fissuré, elle referme ce qui a été ouvert. Si l'on compare cela aux produits modernes, le contraste devient presque comique. Une boisson Articulation Plus, vendue en grande surface, contient au mieux un mélange vaguement utile de vitamines synthétiques et de collagène hydrolysé, des nutriments isolés, séparés de leurs cofacteurs naturels. La Kupena, elle, offre tout, ensemble, dans les bonnes proportions, orchestré par des millénaires d'évolution. Un smoothie protéiné vanille-banane contient 0 mucilage réparateur. La Kupena, elle, en contient jusqu'à 20%. Les gels digestifs vendus en pharmacie reposent sur des épaississants industriels. La Kupena, elle, tapisse l'estomac naturellement, sans additifs, sans fructose, sans colorant. Cette plante n'est pas un supplément, elle est un écosystème thérapeutique. Mais il faut aussi parler des limites, parce qu'une plante puissante exige un usage intelligent. La Kupena stimule légèrement l'utérus, un fait connu des sages-femmes de la Russe depuis le haut Moyen-Âge. On l'utilisait parfois pour déclencher un travail, ce qui signifie que les femmes enceintes ne doivent pas en consommer. Les baies, comme dit plus haut, sont purgatives et ne doivent pas être mangées. Et en raison de la haute teneur en mucilage, il est conseillé d'espacer sa prise de tout médicament oral, car la plante peut ralentir l'absorption. Pour ceux qui souhaitent l'intégrer dans leur vie quotidienne, quelques préparations simples suffisent. En infusion, avec de la racine séchée, elle répare l'estomac et apaise les inflammations internes. En décoction longue, elle devient un breuvage presque sirupeux, parfait pour les tendinites, les articulations sèches, les problèmes de genoux liés à l'âge. En poudre, elle peut s'ajouter au porridge, épaissir des soupes, enrichir une pâte. En teinture, elle devient un remède profond, cumulatif, utilisé par les guérisseurs des Carpates pour restaurer les ligaments fatigués par le port de charges lourdes. Et maintenant, la dernière question, la plus simple et la plus difficile. Que représente la Kupena, au-delà de ses chiffres, de ses molécules, de son histoire? Peut-être une métaphore vivante? Une plante qui pousse dans l'ombre mais nourrit la lumière intérieure. Une plante qui refuse les champs stériles mais prospère dans la complexité. Une plante lente, patiente, résistante, tout ce que la civilisation moderne a oublié d'être. Elle nous rappelle, avec un silence plus éloquent que n'importe quel discours, que la force ne vient pas des surfaces brillantes, mais des racines. Que les solutions ne sont pas toujours en laboratoire, mais parfois sous la mousse, sous les feuilles humides, sous nos propres pas. Dans un monde fracturé, la Kupena offre plus qu'un remède, elle offre une philosophie. Celle du retour à la structure, à la cohérence, à l'autonomie. Elle nous dit que nous pouvons réparer ce qui est brisé, notre corps, notre terre, notre mémoire, si nous acceptons de renouer avec les savoirs qui n'ont jamais cessé d'exister, même quand nous les avons ignorés. Si cette archive vous a ouvert quelque chose de nouveau, un souvenir, une intuition, une envie de regarder la forêt autrement, abonnez-vous. Les connaissances ne survivent que si nous les transmettons. La prochaine archive s'ouvrira bientôt.